Écoutez, je ne sais pas si c'est des bêtises, mais voilà, une universitaire spécialiste dans le droit des migrations, c'était sur la 5 sur France 5, dans l'émission C'est politique. C'est toujours très politique sur France 1 et assez politiquement correct, mais après tout, c'est leur droit, ça s'appelle diversité. Eh bien, on parlait des migrations, des migrants, etc. Et voici ce que disait Marie-Laure Basilien-Guinche. Écoutez. L'intégration, c'est un effort qui est demandé à celui qui vient de l'étranger. Jamais on conçoit l'intégration comme un mouvement mutuel, un mouvement réciproque. Il y a celui qui s'intègre et celui qui intègre celui qui demande à s'intégrer. Et donc je trouve que faire reposer toute la charge de l'intégration aux migrants est en fait un refus de se poser la question de notre capacité à être une société dynamique, une société ouverte. On est vraiment dans un univers où on a l'impression que l'identité, ça serait la mêmeté. C'est-à-dire ne pas bouger, ne pas s'interroger, ne pas se questionner. Alors que l'identité, c'est l'ipséité, c'est s'ouvrir, c'est intégrer la diversité, c'est s'enrichir. Et je trouve que se priver de cette richesse est quand même inquiétant. Ah oui, cher professeur Marie-Laure Basilien-Guinche, c'est vrai que refuser de s'enrichir, refuser d'intégrer, c'est vrai. En fait, on voit très bien, c'est-à-dire qu'au fond, celui qui doit s'intégrer, c'est pas lui à faire l'effort. Celui qui doit s'intégrer, c'est celui qui accueille. Et oui, il doit faire beaucoup plus d'efforts pour effectivement recevoir l'intégration. Comme chacun sait, on reçoit les intégrés comme des chiens, enfin les immigrés comme des chiots. Donc, selon Marie-Laure Basilien-Guinche, le RSA, le minimum vieillesse, l'AME, la CMU, l'aide au logement, l'aide au transport. Non, mais ça, c'est rien, hein. Ça nous enrichit, bien sûr. Ça ne suffit pas. Mais ça, ce sont des villes, détails sonnants et trébuchants. Ce qu'on fait pour l'accueil en France, on ne fait rien en France. On n'aide personne. On essaie de renvoyer tout le monde. Vous savez, ces OQTF, on mélange tout d'ailleurs. Mais alors dites-moi, tout ce qui se fait effectivement en France, qui est un des pays d'accueil, et ce pourquoi, et on comprend, beaucoup d'immigrés, d'étrangers veulent venir en Europe, veulent venir en France. Oui, mais ça, selon cette chaire universitaire, ça compte pas. Ça, tout ça, non. C'est à vous, petits crétins de Français d'accueil, de recevoir, de faire plus d'efforts. C'est vrai, vous avez raison. J'aime beaucoup cette espèce d'inversion de la charge de la preuve, cette espèce d'appel absolument permanent à « nous sommes coupables, repentons-nous », accueillons, serrez ma avec ma discipline, et voilà. Tartuffe is alive and well, un vivant à l'université. Vive Molière. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. De ce tango presque argentin. Je vous invite à l'indécence. Oui, mais c'est très joli, c'était Brigitte Bardot. Mais c'est une autre indécence. Écoutez, je ne vais pas citer le nom de l'animateur qui a envoyé un tweet, celui-ci. Vous savez que récemment, après bien d'autres adolescents, Louise, 11 ans, a été retrouvée morte, comme on sait, lardée de coups de couteau, et après Elias, après combien d'adolescents, c'est devenu quotidien, encore une fois, on ne doit pas répéter ce qu'on dit. Voilà, il faut s'habituer, dit l'autre, c'est ça, il faut s'habituer. Mais si on ne s'habitue pas, et voici ce que dit cet animateur de télévision, a envoyé ce tweet. C'était quelques heures après, effectivement, que l'on ait appris la découverte du corps de Louise et la découverte de son massacre, il faut le dire. Voici le tweet. J'ai échangé avec le papa de Louise. Il remercie tous ceux qui se sont mobilisés et tous ceux qui soutiennent la famille dans ce drame terrible. Et surtout, c'est toujours l'auteur, l'animateur qui parle, qui tweet, il demande ceci, qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur. Merci de respecter leur peine. Voilà. Après donc Thomas, Elias, Lola, Philippine. Voici que quelques heures après qu'un cadavre a été trouvé, la seule chose qu'ils trouvent à dire, attention, pas de récupération politique. Mais c'est ça l'obscénité.
Mais c'est ça l'indécence. Attendez, est-ce qu'on a le droit de réagir? Est-ce que réagir, sans parler de gauche, de droite, du nord et du sud, à son horreur, à son indignation de découvrir une petite fille de 11 ans lardée de coups de couteau, c'est de la récupération politique? Et vous avez besoin de dire ça? Et vous avez besoin de faire un tweet pour affirmer cela? Mais c'est d'une obscénité totale, ça. D'une obscénité absolument totale. C'est honteux. D'abord, vous n'allez pas à vous faire le porte-parole de la famille, que la famille le dise elle-même, et pas par votre intermédiaire. Je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous indignez de l'assassinat d'un enfant ou du viol d'un enfant ou quoi que ce soit, c'est de la récupération politique. Mais regardez-vous devant la glace et gerbez-vous dessus, monsieur l'animateur. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Continuez à soigner encore, voir le geste soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Essentiel, mot absolu. Voilà, soigner. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. On est à 5 ans de la première irruption du Covid-19 et on sait tout ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus. Mais voici une confession d'une infirmière libérale qui avait été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et à l'interdiction d'exercer pendant 18 mois. Et voici pourquoi. Écoutez-la. Donc je suis Élodie, j'ai 39 ans, je suis mère d'une enfant qui a 4 ans, Jeanne, en couple avec son papa, je suis de Bordeaux et je suis infirmière de métier, infirmière libérale pendant le Covid. Et quand les obligations d'injection dites vaccinales s'imposent à nous, je peux pas m'y accorder du tout. Je peux pas répondre à ces obligations et je me dis qu'est-ce que je fais? Parce que je suis pas hospitalière à ce moment-là, je suis en libéral. Et je peux pas abandonner mes patients, je peux pas abandonner mes associés, je peux pas abandonner mon poste. Il y a un peu un truc qui dit t'abandonnes pas ton poste s'il n'y a pas de raison valable. Et puis t'injectes pas un produit que tu connais pas. Donc comment je fais en fait? On n'a pas trop de solutions qui sont proposées à nous. Et me suspendre et quitter mon poste, je peux pas m'y accorder non plus. Et donc je décide de faire des faux passes vaccinaux. Donc d'abord pour moi, pour honorer ce besoin de rester dans le lien professionnel et humain. Et puis ensuite assez rapidement pour d'autres personnes, pour à peu près les mêmes raisons. Soit conserver son emploi, mais pour honorer l'emploi, pas par nécessité, vraiment pour honorer l'emploi. Ou alors une vocation profonde en fait. Voilà. Et puis ça va être aussi des faux passes pour maintenir le lien familial. Aller voir une personne âgée en structure, prendre un billet d'avion pour aller voir un parent souffrant à l'île de la Réunion, voilà, des exemples comme ça. Donc je m'engage. Et pourquoi je suis ici? En fait, parce que j'ai été dénoncée par mes associés à l'époque. Et s'en est suivi tout un tas de procédures juridiques, un lynchage personnel énorme. Et je suis là, je crois, pour commencer un petit peu à témoigner de cette histoire, parce que je suis loin d'être la seule à avoir fait ce choix-là. Et c'est vrai que jusque-là, je pense qu'on nous a pas trop entendus. En fait, on a beaucoup entendu les soignants suspendus, mais les soignants qui ont choisi finalement de trouver une solution pour, je dirais, maintenir le lien, on nous a très peu entendus jusque-là. Voilà, très peu entendu jusque-là. Alors, c'est très intéressant, quel que soit ce qu'on peut penser, et je comprends très bien, chacun peut penser, il dit oui, mais enfin, elle a contrevenu à la loi, elle a contrevenu aux ordres qui ont été donnés, elle mérite d'être condamnée à la prison, 1 000 francs d'amende, interdiction d'exercer pendant 18 mois, parce qu'elle avait fourni des faux passes. Et effectivement, donc, elle n'a pas été suspendue, elle a continué, comme des centaines et des milliers, et même pouvoir des dizaines de milliers de soignants, qui ont considéré que, il n'y avait pas à en passer par, effectivement, l'injection.
elles trouvaient en leur âme et conscience que ce n'était pas ça, et elles ont fait effectivement des faux passes, elles ont fait peut-être certains médecins des faux certificats, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on les a très peu entendus, ces gens qui ont voulu garder, elle dit très très bien, garder l'honneur des soins, garder les soins. Alors, est-ce que effectivement, ceux qui sont absolument adversaires de sa démarche disent oui, vous avez contribué à peut-être faire mourir des gens, et d'autres, et beaucoup d'autres, disent non, on n'a pas contribué. On a essayé en toute conscience, de continuer à soigner, mais de contrevenir à tel ou tel mot d'ordre ou loi. C'est une vraie question, elle est ouverte. Nous n'avons pas, nous, à nous prononcer, nous avons simplement à vous faire entendre un témoignage comme cet infirmier libéral. Et nous connaissons tous, effectivement, dans nos entourages, des infirmières, des employés de pharmacie, des soignants et des soignantes qui ont exercé comme ça en estimant qu'il y avait un vrai conflit, en voulant rester, évidemment, en voulant travailler encore, et on peut comprendre, on sait ce qui s'est passé avec les soignants suspendus, mais en voulant travailler, mais en même temps en refusant d'obéir à ce qu'elles considéraient comme contraire à leur conscience. Voilà, c'est un témoignage, on voulait vous le donner. À très très vite.